Alors, bonjour, je m'appelle Alexandre Boucher, j'ai 17 ans, je suis actuellement en terminale E au lycée français du Luxembourg à Vauban. Je fais deux spécialités, maths ainsi que histoire géopolitique. Moi, c'est Nathan Baladon, je suis au lycée Vauban également de Luxembourg. Je fais deux spécialités qui sont sciences économiques et sociales et géopolitique, et c'est tout. Et je fais au club journalisme, évidemment, ce qui me permet de vous poser des questions avec Moi Thomas et aussi. Alexandre. Bonjour, moi je m'appelle Thomas Burkel, je suis également en terminale au lycée Vauban euh, français de Luxembourg et voilà, on est tous les trois au club journalisme. Bien, merci de vouloir répondre à nos questions. Je vais commencer par une première question. Donc, selon vous, euh, quel crédit est accordé aux images que l'on peut voir actuellement de la guerre en Ukraine, que ce soit des deux camps, de n'importe quelle origine, si elles sont civiles ou militaires? Tout à l'heure, on parlait d'influence. Vous êtes élève en terminale et vous développez votre esprit critique. Je vous laisse mettre de la manœuvre. Il faut pouvoir s'interroger sur les images. Et pour ça, il faut pouvoir les sourcer. Et en fonction des sources des images, vous pourrez en évaluer la véracité. Vous pourrez en évaluer plusieurs paramètres, je suppose. Et du coup, est-ce qu'il y a d'autres pays qui ont des institutions équivalentes à l'ECPAD en France ou alors si Très vous- peu, à ma connaissance. Donc, chaque pays a des organes de communication et sait communiquer à des soldats ou des personnels qui font de la communication sur leurs armées. En revanche, le mode soldat de l'image est spécifique aux armées américaines et françaises. Ce sont l'héritier pour les Américains des combats de caméra. Donc, en fait, générer de l'image preuve, de l'image de documentaire ou de l'image de communication. Mais il y a guère que les Américains et les Français qui déploient aujourd'hui des équipes telles que j'ai décrit le format. Est-ce que vous êtes mobilisable pour une mission de l'ONU, des casques bleus par exemple? Oui, ça peut être le cas. Un de mes mandats en République centrafricaine était un mandat européen. Donc là, j'étais déployé sur une mission d'instruction. Je racontais la vie des soldats qui délivraient des instructions au profit des armées centrafricaines. Là, c'était pas dangereux, c'était plutôt souple comme mandat. Donc ça, c'était une mission européenne. Il y a des soldats français qui sont déployés au profit de l'ONU, mais c'est toujours le chef d'état-major des armées qui décide. Dans des situations un peu d'urgence sur le terrain, vous aviez dit que vous pouvez essayer de filmer un petit peu plus, mais quand c'est vraiment au cœur du combat, vous redevenez un peu soldat et vous rentrez dans votre unité, ou alors vous essayez de continuer de filmer le plus possible. Comment ça se passe dans des situations d'urgence un petit peu? C'est c'est le ressenti de tout un chacun, de chaque soldat de l'image qui va déterminer. C'est un curseur à placer où on se sent suffisamment en danger pour laisser tomber les boîtiers et utiliser ses armes. Et donc là, personne n'est pareil, c'est très personnel. Euh, Ma démarche à moi, c'est d'essayer de continuer à filmer le plus longtemps possible ou à faire des prises de vue le plus longtemps possible. Ça peut ne pas être le cas. Et puis, il peut y avoir des cas où on ne peut pas le faire, où juste il faut se contenter de fuir et on fera des images après. Il faut accepter que dans ces coups de temps-là, on n'est pas toujours l'image. Qu'est-ce qui vous a amené personnellement, si c'est un choix en tout cas, de choisir le CPAD du coup comme continuité dans la carrière militaire, par exemple, si c'était un choix de vouloir absolument capter les scènes de combat pour mieux raconter ce qui se passe sur les fronts ou une autre raison? Euh, Ça a été un choix, mais il y a eu un moment clé. C'est-à-dire que lorsque j'étais reporter de la marine à Brest,
J'ai été demandé en renfort en 2013 à l'état-major des armées directement, sous les ordres du colonel Burkhardt, aujourd'hui chef d'état-major des armées. Il était alors porte-parole du SEMA et c'est lui qui racontait l'histoire de Serval à la télé et chez les Maliens et il avait cette fonction-là. Et mon rôle, c'était de recevoir et d'archiver, d'indexer les images que je voyais arriver des équipes. Donc moi, j'étais à Paris, je manipulais un ordinateur et avec un accès à des serveurs et je voyais toutes les images qui arrivaient. J'ai commencé à être mordu et passionné à ce moment-là parce que les images étaient quasiment toutes sensationnelles, autant en photo, en vidéo. Et je me suis dit, derrière mon écran d'ordinateur là-bas, que ma place, elle n'était pas derrière un écran d'ordinateur, mais elle était là-bas, justement, à la place des équipes. Donc, j'ai commencé à être mordu là. Et hasard, 6 semaines après, je suis déployé là-bas. Et donc, ça a été un switch incroyable où ce que j'ai vécu, l'histoire que me racontaient à moi aussi les soldats qui étaient là-bas, je la vivais et je pouvais la raconter à mon tour. Et, on devient passionné, oui. C'est Ok, passionnant. est-ce Pardon. que- pas de souci. Quels sont les théâtres d'opération les plus importants pour lesquels vous êtes intervenu? Ça a été principalement dans la bande sahélo-saharienne. Donc, on va dire le théâtre de l'opération Barkhane, qui était encore à l'époque compris entre le Tchad, d'est en ouest, le Tchad, le Niger, le Mali, la Mauritanie et un peu plus au sud, le Burkina Faso. Aujourd'hui, nous nous sommes désengagés du Mali et les troupes sont à nouveau au Niger, mais j'ai dû faire en tout et pour tout 5 mandats là-bas. Donc une fois Serval, 3 fois Barkhane. Et mon dernier mandat au Mali, c'était pour Takuba. Donc on était à Ménaka, c'est encore un peu à l'est de Gao. Et c'était avec des forces spéciales. C'était une mission européenne de forces spéciales déployées là-bas. Si, par exemple, vous voyez des civils qui sont blessés ou qui sont en état de danger, vous allez filmer, prendre des photos et avoir l'information, ou alors est-ce que vous allez aider, secourir, comment ça se passe sur le terrain est-ce que Euh, vous jouez un rôle en particulier ou alors vous utilisez votre capacité de reporter pour prendre l'information et montrer ce qui se passe ou alors vous allez aider L'encadrement par l'armée dont je bénéficie me permet de produire les images, de continuer à produire les images, puisque les militaires autour de moi prendront en charge les victimes. En revanche, c'est sûr que la question peut se poser pour un journaliste ou un reporter qui est plus indépendant. Dans ces cas-là, il est possible que le journaliste, à mon sens, si j'étais indépendant, j'arriverais à faire 2-3 images, puis je m'arrêterais de travailler et je porterais secours, évidemment. Mais ça n'engage que moi. D'accord. D'accord. Et donc, dans ce rôle d'information que vous avez de prise d'images, donc de captation des opérations que vous êtes, notamment dans un contexte comme c'était le cas en Yougoslavie, où il y avait énormément de civils qui ont été touchés et où les images ont servi de justification, par exemple, à l'ONU, est-ce que selon vous, enfin, c'est plutôt, vous prenez les photos dans ce cadre-là, et c'est quel niveau de décision qui va décider si on publie les images ou non, par exemple des civils blessés ou touchés par le conflit? Je ne me pose pas vraiment la question. En filigrane, derrière, ma démarche, c'est de documenter. Donc, je vais tout documenter. Et je sais que telle catégorie d'image pourra servir à raconter l'histoire, telle catégorie d'image pourra servir à d'autres vecteurs ou à raconter telle histoire ou telle histoire, telle histoire. Je documente le plus possible, toujours. Et après, c'est sûr que mes images, elles seront toujours regardées par mes chefs. Et c'est eux qui en décideront l'utilisation.
C'est-à-dire que moi, je ne suis pas maître de l'utilisation de mes images. Je les capte et je les fais parvenir à mes chefs. En revanche, c'est eux qui les utilisent, donc ils peuvent très bien les utiliser pour les mettre au coffre parce qu'elles auront une sensibilité particulière ou à des fins de contre-propagande. Justement, aujourd'hui, il y a de plus en plus de drones. Est-ce que, en plus des photos, les drones ont aussi un rôle à jouer dans l'information? On l'a vu, enfin, vous l'avez dit par rapport à Au l'exemple au Mali, mais est-ce qu'il y a d'autres cas où, en plus des photos que vous prenez, les drones peuvent aussi jouer un rôle dans le fait de raconter une histoire ou de transmettre l'information? Ah, bien sûr, c'est un nouveau vecteur, il est très important. Je pense notamment à un collègue qui est parti, qui a fait un reportage qui s'appelle, c'est certainement visible sur le site de l'ECPAD. Je vous invite à faire les curieux et à aller voir ce genre de reportage. Il s'appelle La Voix sacrée. Et ce reportage a fait parler de lui parce que notre équipe a perdu un drone, justement. Qui a été caillassé par la foule. Donc, c'était La Voix sacrée, c'est un convoi de ravitaillement en denrées, en matériel, qui passe d'un pays à l'autre. Il est excessivement long. Et donc, ils ont fait face des fois à des populations hostiles. Et le drone pouvait servir à la fois à faire des images, mais aussi à renseigner les troupes. Donc, l'image drone a du sens aussi, à la fois pour le documentaire, mais aussi à des fins de renseignement. Est-ce qu'il y a déjà eu, en parlant de la perte du drone, est-ce qu'il y a déjà eu des pertes de soldats qui sont morts, des soldats de l'image qui sont morts en mission, ou alors l'encadrement de l'armée permet justement d'avoir un niveau de sécurité relatif? Le dernier soldat de l'image qui est décédé est le sergent Vermeil. Aujourd'hui, l'armée de terre organise un concours photo quasiment chaque année en son hommage. Alors, il est décédé lors d'une choura en Afghanistan. Une choura, c'est une rencontre avec les chefs de village. Et donc, on va dire qu'il a été victime d'un piège ce jour-là, Ouais. malheureusement. Et il était là pour témoigner. Et donc voilà, à mon sens, c'est le dernier soldat de l'image décédé en opération. D'accord. Je pense qu'on a fini pour nos questions. Merci beaucoup Merci d'avoir d'avoir répondu. répondu. Avec plaisir. Très intéressant. Donc moi, je me présente, je suis Carole Zaramba, professeure documentaliste au lycée Vauban à Luxembourg. Et depuis l'année dernière, nous avons un web journal qui s'appelle Aletheia, que l'on a fondé avec des élèves de terminale. Et donc, j'anime cet atelier avec aussi Monsieur Servanton, qui est prof d'histoire géo et aussi prof dans la spécialité AGGSP. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Il y aura justement un article, on fera un article aussi à partir des questions-réponses sur notre web journal. S'il reste quelques minutes, on peut peut-être, je ne sais pas dans quelle mesure, mais le document que j'avais apporté, qui est aussi, je ne sais pas si on peut vous le faire visionner. Donc, j'avais apporté un document qui est un document PowerPoint. Alors, effectivement, des fois, on raconte l'histoire de nos chefs. Des fois, on est déployant dans des théâtres d'opération, mais il nous arrive aussi quelquefois de faire des reportages, donc plus ou moins sur commande. Là, c'était une démarche personnelle. Et donc, au long cours l'année dernière, j'ai pu suivre 12 stagiaires à l'école des nageurs de combat. Est-ce que vous savez ce que c'est que des nageurs de combat? Oui. Pas du tout. Vous pouvez l'imaginer. Donc, ce sont des gens qui ont un bagage de force spéciale depuis, pour certains, 4 à 6 ans,
et qui prétendent à un niveau de qualification supplémentaire pour acquérir les capacités subaquatiques. C'est-à-dire que ce sont des gens qui peuvent s'infiltrer de très haut, très loin en parachute, atterrir amérir donc en mer et progresser pendant des heures en plongée, en toute autonomie, en toute furtivité, et aller détruire un objectif ou aller porter une attaque sur… c'est très offensif, en fait. Les commandos marines. J'ai eu l'occasion de suivre ces stagiaires qui sont à l'école des nageurs de combat. Et mon grand défi pendant ce reportage, puisque vous êtes reporter et que vous produisez de l'image aussi également, c'était de prendre des hommes en noir, justement dans le noir, donc ces hommes qui fuient la lumière. Moi, je devais les mettre en lumière. Ça a été un gros challenge. Ça va sortir en format web le mois prochain. Toutefois, ce sont des images qui ont été validées, donc déclassifiées. Et du coup, je suis en mesure de vous les présenter. Donc voilà, les images ne sont pas dans l'ordre chronologique. On a cette liberté de raconter les histoires, pas forcément dans l'ordre chronologique, mais pourvu que les histoires ont un sens et pourvu que les images aient un sens et qu'elles racontent l'histoire. Donc là, on se trouve en face de Toulon. Comme je vous disais, des hommes qui fuient la lumière. Moi, la difficulté de ce reportage, c'est que je suis soumis à l'anonymat. Je dois garder ces personnes complètement anonymes. Donc voilà, leur moyen d'infiltration, il est derrière le personnage principal, ce sont les kayaks. Voilà. Là, c'est dans l'avion. Alors, ce n'est pas dans l'avion, là, on est en mer. On est presque en haute mer, là. Donc, c'est des échanges de personnel sur les embarcations. Voilà. Donc, quand on est obligé de jouer à l'anonymat, on est obligé de trouver des astuces. On ne peut pas voir leur visage. Aucun d'eux. Donc, les reflets dans les masques, les silhouettes, les contre-jours, ou alors c'est de couper des visages aussi. C'est bien parce que ça donne l'aspect un peu… il faut qu'il reste discret. Et du coup, il y a un peu le tour, on voit dans les photos Et ça, l'infiltration. c'est le commando Uber, celui-là? Alors, c'est l'étape préalable au commando Uber. Ouais. Dans cette école, c'est comme si, pour utiliser une image, ils passaient le permis d'aller au commando Uber. Permis très compliqué. C'est un permis d'une technicité incroyable. Moi, je l'ai vu. J'ai passé des heures et des heures sur des boudins de Zodiac, des fois 40 heures. Ça demande beaucoup de patience, mais eux, il faut s'imaginer qu'ils sont dans le noir, sous l'eau, qu'ils ont froid, qu'ils naviguent. C'est une technicité incroyable et ces gens ne se plaignent pas. Ils sont dans une bulle où voilà, ils veulent devenir nageurs de combat, rien ne les en empêchera en fait. Et là, vous êtes sous l'eau, par exemple? Non? Là, je suis sous l'eau. Oui, oui. Ah ouais. Alors là, je triche parce que, bien sûr, la précédente photo, donc, alors la précédente photo, celle-ci, donc là, bien sûr, on est en mer, mais là, je triche. Donc, cette photo, elle a été réalisée dans une piscine à Brest qui est fait exprès, où les élèves travaillent la survie en mer. Et donc, ils sont mis dans des difficultés. Et donc là, la clarté de l'eau tranche un peu avec… peut surprendre compte tenu de la photo précédente. Ce n'est pas de la triche en termes de prise de vue, mais dans la manière de raconter l'histoire, bon, vous voyez qu'on peut avoir cette liberté. Et pourtant, le reportage garde du sens. Voilà. Et je reviens en mer avec une nage. Donc là, ils nagent 15 km à la palme. Avec tout leur matériel, c'est juste épuisant. Dans les courants, c'est épuisant. Je peux vous assurer que le Zodiac, c'est confortable. Ah, j'imagine. Voilà. Et donc, vous les voyez en civil ici, avec juste un petit point de repère. C'est cette arme qui traîne au milieu de l'image. Et donc, ils sont dilués dans le monde civil. Parfois, ils peuvent s'entraîner à des opérations clandestines. Donc là, ça reste toujours dans le cadre de l'école, c'est simulé, mais une fois au commando Uber, on pourra leur demander ce type d'action. Voilà, toujours en civil. Ils ont leur matériel, non loin d'eux.
Et derrière, en arrière-plan, vous pouvez voir retrouver le kayak qui va leur servir à s'infiltrer à nouveau. Pardon. Voilà. Et donc, on se change. Et ils sont absolument dans le monde civil. Ils sont dilués dans le monde civil, mais ils sont camouflés, ils sont cachés. Et donc, ils peuvent être capables d'être déployés dans un pays en civil, puis après, Mission de pour aller renseignement, réaliser une mission. renseignement et de sabotage, par exemple. Ça peut faire partie du package, on va dire, mais ce ne sont plus les missions principales. Ouais. Ça va être des missions offensives et plutôt très officielles. Ouais. Voilà. Donc là, pour ceux qui font de la prise de vue, cette prise de vue-là, en termes techniques, j'étais à main levée à 1 seconde au 35 mm avec un diaphragme de 1,8. C'est un défi technique. Je n'y voyais rien. L'ambiance, telle qu'elle est retranscrite dans l'image, donne un semblant de clarté. Moi, mon autofocus ne fonctionnait pas. C'était vraiment les conditions techniques les plus difficiles que j'ai trouvées. Des hommes en noir, dans le noir, à nouveau. Voilà. Donc, on voit que des silhouettes et leurs moyens d'infiltration. Et là, au petit jour, on les reprend. Alors, des fois, la photo elle peut paraître banale, mais la lumière est bonne. Donc, pourquoi se priver? Voilà. Des fois, ils sont tout grands. On a l'habitude de raconter l'histoire en étant à chaque fois au plus proche, mais quand on est loin aussi et quand on les voit par un petit bout de la lorgnette, ça a du sens également. Voilà. Le kayak équipé, il peut peser 120 kilos. Ça peut être très, très lourd. Donc, imaginez passer des obstacles comme ça. Et sur ce raid de 100 km, ils en ont passé peut-être une douzaine de franchissements comme ça. Et vous les suiviez quel moyen de transport? Parce que Moi, je trichais en véhicule. Voilà. Et ben, là, techniquement, on verrait que le pêcheur, il les surprend un petit peu. Ils n'étaient pas dans une phase offensive, c'était vraiment une phase de progression pour l'instant. Mais moi, j'aime à penser que ce sont les nageurs, dans un cadre opérationnel, ce serait plutôt les nageurs qui surprendraient le pêcheur que le contraire. ouais. Donc, cette photo, moi, j'aime beaucoup cette photo parce qu'il y a un petit côté décalé. Donc là, on les retrouve voilà, en mode offensif. Ils vont quitter la rivière pour se jeter dans la mer qui se trouve juste de l'autre côté de cette coupure de végétation. Et on peut jouer un peu à Où est Charlie. On voit très distinctement les 2 premiers, mais il y en a 3, voire 4 voilà, qui s'apprêtent à plonger. Ah, pardon, c'est la mauvaise touche. Et voilà. Donc, les armes telles qu'elles sont colorées, là, ce sont des armes d'exercice, hein, bien sûr. Ouais. Il n'y a pas de munitions là-dedans. C'est juste un moulage plastique qui rend le même poids qu'une arme normale. Mais s'ils les perdent en plongeant, c'est moins sensible que de perdre une arme. Ouais. Voilà. En revanche, tous les appareils respiratoires, leur équipement est bien réel. C'est très lourd. Voilà, on distingue mieux la planchette qui leur sert à s'orienter. Sur la partie haute de la planchette, vers la pointe, vous avez un profondimètre. Et sur la partie basse, vous avez un compas. Et donc, ça, c'est un des équipiers. Et l'autre équipier, donc vous savez que les nageurs de combat, ils sont tenus par un lien. Le binôme ne peut pas se séparer. Et l'autre équipier gère le temps. Et ils ont tout un code de dialogue avec des pressions sur les épaules, sur les bras, pour dire ça fait tant de temps, il faut que je change de cap. C'est très technique. Voilà la sortie de l'eau. Donc, bien sûr, là, l'anonymat, je le respecte autant que possible. Et là, la solution, c'est de couper le visage. C'est la dernière photo où on range le matériel devant les touristes qui prennent une collation.
Donc, encore une fois, un côté décalé. Voilà, j'en ai terminé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Avec plaisir.